Mesdames, Messieurs, je vous demande d'accueillir M. Bertrand Perrier, avocat, enseignant et écrivain, M. Pierre Bentata, essayiste et économiste, et M. Jean-Michel Blanquer, ancien ministre de l'Éducation nationale. Bonsoir à tous. Désolé pour ce retard, mais notre vedette est là, donc on va pouvoir commencer. Et on a l'occasion, on a pu réussir. Je suis vraiment absolument confus, je vous présente mes excuses. J'ai suivi bêtement un GPS, montrant ainsi que l'intelligence artificielle a encore des progrès à faire. Il y a, sachez-le, un autre Saint-Raphaël qui est près de Marseille, qui a l'outrecuidance de partager votre nom, mais qui ne partage pas votre charme. Au moins la présentation est faite. Vous voyez qu'on va essayer de parler d'éloquence, d'humour et d'usage de la langue. Mais avant de commencer, on va demander, puisqu'on a l'occasion d'avoir Jean-Michel Blanquer, pourquoi la langue, ça reste fondamental et pourquoi il faut, selon lui, renforcer ses fondamentaux, comme il a essayé de le faire, comme il l'a fait et comme j'aurais bien aimé, moi, personnellement, qu'il continue à le faire. Mais bon, c'est une autre histoire politique. Mais Jean-Michel Blanquer, pourquoi la langue c'est si important et pourquoi les fondamentaux, pourquoi vous avez tant travaillé pour renforcer ces fondamentaux et notamment sur le français? La langue, c'est évidemment essentiel, ça semble une évidence, mais il faut quand même le rappeler, c'est ce qui nous constitue comme être humain et qui nous permet évidemment de communiquer, mais aussi de penser. Et donc la question de la richesse du vocabulaire, par exemple, est une question clé. C'est parce que l'on a du vocabulaire que l'on est généralement moins violent, et c'est parce qu'on a du vocabulaire que la vie est plus intéressante, qu'elle permet de voir toutes les subtilités des choses, qu'elle nous permet d'apprécier, de nous ouvrir au monde. C'est une évidence, mais il faut le rappeler, et donc il faut être très soucieux de l'importance de la langue. En plus, chaque langue a ses charmes, a son intérêt. Là, il se trouve qu'on a une langue magnifique en France, qu'elle a roulé sa bosse, si j'ose cette expression, sur des siècles. Et donc, on est au travers de la langue, c'est toute une histoire et aussi toute une géographie qui vient jusqu'à nous. Et ça, c'est implicite, mais de temps en temps, il faut l'expliciter. Et c'est un trésor. Et ce trésor, dès qu'il s'appauvrit, ça ne va pas. Ce trésor, par définition, il est vivant. Donc il ne s'agit pas de dire que la langue française est quelque chose de fixe et qu'on ne doit pas être ouvert à ses évolutions. Au contraire, elle doit sans arrêt évoluer. En revanche, elle ne doit pas s'appauvrir. C'est deux choses différentes. Elle doit évoluer et continuer à s'enrichir, et en s'enrichissant, ne pas perdre certains legs qui sont extrêmement importants. Et c'est quelque chose dont tout le monde doit être conscient, parce que, par exemple, la vie médiatique fait qu'il y a une forme de consécration de l'appauvrissement de la langue dans les usages qui en sont faits, et que notre manière de parler, l'importance aussi de la présence de la littérature dans le débat public, tous ces sujets qui vont dans le sens de la richesse de la langue sont bons pour la société. Et évidemment, une fois de plus, la chose se joue beaucoup à l'école dans ce qui se passe pour les enfants. Tout à l'heure, on a rappelé qu'on a voté l'instruction obligatoire à 3 ans en 2019. Ça n'a l'air de rien, mais c'est un message extrêmement important, parce que c'est un message d'ailleurs qui a plusieurs dimensions, de principe d'abord, hein, parce que beaucoup d'enfants allaient à l'école maternelle, mais pas tous. Et donc il fallait faire que ce soit ainsi. Et c'est un message sur l'importance de l'école maternelle, qui est d'abord et avant tout l'école du langage. À l'école maternelle, on apprend à vivre avec les autres, on apprend aussi dans un même élan à parler. Et il faut savoir que 2 enfants qui arrivent à l'école à 3 ans sont déjà en situation d'inégalité très forte du fait du capital de vocabulaire qu'ils ont acquis en famille. Et ça, c'est ainsi, et c'est à l'école justement de compenser cela, d'où l'importance que tout au long de l'école maternelle, par les jeux, par les chants, par la poésie, par 1000 choses, eh bien, on remette un peu d'égalité du langage, parce que c'est finalement le premier enjeu d'égalité, il est dans ce que j'appellerais le capital de vocabulaire. Et ce que l'on a essayé de faire ces dernières années, et d'ailleurs on a eu des progrès, simplement c'est cran par cran, c'est lent, mais on a eu des progrès très importants. En plus, on a eu la crise sanitaire qui a évidemment été un grand coup contre ces progrès-là. Mais néanmoins, ça a été d'abord de renforcer l'école maternelle, et puis ça a été d'être très attentif au niveau de langage des enfants le plus tôt possible. D'où, par exemple, quelque chose qui était dans l'actualité ces derniers jours, c'est-à-dire les évaluations de début d'année en CP, en CE1, en 6e, désormais en CM1 et en 4e, qui permettent d'avoir une idée très précise du vocabulaire et de la grammaire des enfants, du niveau de vocabulaire et de grammaire. Alors, pour constater
évidemment beaucoup de failles aujourd'hui, hein, elles sont réelles, mais c'est précisément en les constatant qu'on peut les combattre, aussi bien à l'échelle de chaque élève qu'à l'échelle du pays entier, en mettant sur pied les formations nécessaires, etc. Et donc, aujourd'hui, quand même, il faut le savoir, parce que ce n'est pas forcément ce que vous voyez dans les journaux, il faut le savoir, le niveau à l'école primaire est en train de remonter. Par exemple, vous voyez, dans l'actualité d'il y a 3 jours, vous avez tous entendu, sans doute, attention, c'est la catastrophe, le niveau des élèves de 4e est faible. C'est typique de ce qui se passe médiatiquement généralement. C'est-à-dire, oui, c'est vrai, cette évaluation de début de 4e n'est pas très bonne. Mais d'abord, c'est la première fois. Donc on ne peut pas dire qu'il y a une dégradation, c'est la première fois qu'on... Et donc en soi, le fait qu'elle ait lieu est un progrès intéressant. Ensuite, on ne parle pas du tout des évaluations de 6e qui, elles, ont lieu depuis désormais 4 ans et qui, elles, nous montrent un premier progrès. Et parce que c'est la génération, celle qui est entrée en 6e, qui a bénéficié des premières mesures sur le dédoublement des classes en réseau d'éducation prioritaire, sur les évaluations de début d'année, sur la nouvelle formation des professeurs en français et en mathématiques. Et donc, on a le début d'un progrès qui se constate. Mais personne ne doit attendre un progrès immédiat absolu. On part de tellement loin, il y a tellement de choses qui doivent avancer que ce qui est très important surtout, c'est qu'il y ait de la continuité dans des politiques publiques qui doivent désormais être très centrées sur cette question des savoirs fondamentaux. C'est ce qui est enclenché. Et, j'en ai parlé avec Gabriel Attal et il est vraiment sur cette ligne. Et j'espère bien qu'on va encore approfondir ce sillon. Et c'est sur 10 ans, 15 ans que la remontée va avoir lieu. Dans quelques jours, dans 15 jours, vous aurez les résultats PISA. Je ne peux pas savoir ce qu'ils vont dire, mais ça ne va forcément pas être exceptionnel. D'autant plus c'est une génération qui a vécu le Covid, etc. On verra. Mais on a une autre enquête internationale sur les enfants de 8 ans qui s'appelle Pearls, là aussi dont aucun journal n'a parlé, qui montre que la France, je tiens à le dire, je profite de cette tribune pour le dire, hein, la France est le pays qui, de 2016 à 2021, puisque c'est les 2 moments de mesure, a progressé le plus pour son école primaire. C'est-à-dire que presque la plupart des pays du monde ont malheureusement chuté entre 2016 et 2021, notamment à cause des 2 ans de Covid. La France, non seulement n'a pas chuté, mais elle a un peu progressé en dépit de la crise Covid. C'est-à-dire que ce n'est pas que parce qu'on a peu fermé les écoles par rapport à d'autres pays, mais c'est aussi parce qu'on a pris des mesures. J'ai à cœur de le dire parce que, si vous voulez, on est tellement en train d'entretenir le pessimisme sur le sujet que ce pessimisme lui-même entretient une spirale négative. Et donc moi je ne dis pas tout va très bien Madame la Marquise, ça ne va pas du tout. Il y a plein de choses qui ne vont pas. Mais ce que je dis, c'est qu'il y a une tendance, et que cette tendance, elle a des ingrédients pour réussir, et qu'il faut simplement avoir l'esprit de long terme, continuer à changer les choses dans le sens donc, de renforcement des savoirs fondamentaux. Et là, on peut arriver à quelque chose. Et puis, je ne veux pas parler plus longtemps, mais c'est vrai qu'on a envoyé un autre signal dans le système, qui a été la création de l'oral du baccalauréat, et Bertrand Perrier a joué un rôle essentiel dans l'inspiration de cette réforme, parce que là aussi on a voulu envoyer un message qui est qu'il faut consolider l'écrit et il faut aussi consolider l'oral, et la façon de s'exprimer, la façon d'argumenter, c'est essentiel dans la vie, et le fait que tous les élèves de France aient cette perspective un jour d'avoir à passer cet oral particulier est un peu un signal qui a été donné à tout le système sur l'importance du théâtre, l'importance de l'expression orale, l'importance de l'argumentation, l'importance d'écouter autrui, et toutes ces compétences qui sont essentielles dans la vie et qui doivent évidemment se renforcer dans le système scolaire. Peut-être, si vous me permettez, pour rebondir sur ce que disait Jean-Michel Blanquer, sur les inégalités autour de la question de la parole et de la maîtrise du langage dès la maternelle. Il y a une étude qui est parue juste avant l'été, qui a été faite par l'université de Poitiers, dont il ressort, ils ont mis des caméras dans des salles de classe de grande section, 5 ans, pour observer qui parle et qui ne parle pas dans les situations d'interaction que l'on propose aux élèves. Eh bien, dès la grande section, il s'avère que les enfants de milieux plus favorisés parlent davantage et plus longtemps. À 5 ans, l'inégalité est déjà cristallisée. Ça n'est pas, dit l'étude, c'est important, qu'ils parlent mieux que les enfants issus de milieux moins favorisés. Ce n'est pas une difficulté de qualité de la langue, mais c'est une aptitude à s'exprimer en groupe. Parce que dans des milieux plus favorisés, on demande aux enfants leur goût, de raconter leur journée, leurs idées, davantage que dans d'autres milieux. Et donc,
dès 5 ans, cette étude montre que les inégalités sont cristallisées. Une autre étude, et puis après je ne vais pas vous bombarder de chiffres, mais ça me paraît important sur l'importance justement de la prise de parole en public. Alors pour le coup c'est une étude américaine, mais elle me paraît aisément transposable. Savez-vous qu'elle vaut pour des adultes? Lorsque vous parlez pour la première fois à un nouvel interlocuteur, eh bien cette personne vous classe dans une catégorie socio-professionnelle avec une marge d'erreur inférieure au hasard au bout de 7 mots. Vous avez dit 7 mots à quelqu'un et il a déjà une idée de vous qui n'est pas fausse. Et c'est vous dire à quel point, en effet, à côté de la maîtrise de l'écrit, la capacité à avoir une parole simple, claire, convaincante en société est déterminante de l'insertion professionnelle, économique, citoyenne. Eh bien, j'ai envie de dire au purée. Sur les bonnes le nouvelles... truc, c'est vraiment, dis-moi comment tu parles et je te dirai qui tu es. Oui, enfin, c'est un marqueur social absolument terrible. Et alors, c'est pour ça que Jean-Michel Sever, moi, j'enseigne la prise de parole en public en Seine-Saint-Denis et je le fais précisément parce que c'est là que se jouent les inégalités sociales autour de la question de la parole, autour de la question du lexique. Et effectivement, j'ai dit 1000 fois que débattre, c'était le contraire de se battre, et que apporter un peu de langage, c'était peut-être apporter un peu moins de violence. Alors, d'ailleurs, ça me fait penser, même si je ne dois pas parler normalement, mais il y a une autre bonne nouvelle. Si vous vous souvenez, lors de la première élection d'Emmanuel Macron, la France s'est écharpée suite à la photo présidentielle, parce qu'il avait choisi de mettre Stendhal derrière la photo, et on a eu un grand débat sur qui était le meilleur de Victor Hugo ou Stendhal. C'est quand même une bonne nouvelle qu'en France on puisse s'écharper là-dessus, ça veut dire qu'on aime quand même la langue et la littérature. Oui, mais on a eu là un grand moment de débat autour de la langue, parce qu'on adore ça, pour 2 raisons. D'abord parce que on a tous été à l'école et que la langue française, son apprentissage, c'est quelque chose qu'on a tous fait, et puis surtout, c'est un ciment d'unité nationale. Et donc vous avez bien vu qu'il y a une quinzaine de jours, le président de la République, je ne peux pas regarder parce que comme je suis un garçon, j'ai un cerveau à un coup. Les femmes arrivent à faire 2 choses en même temps, mais moi non. Et donc, il est là aussi, ça c'est gentil. Et donc, vous savez qu'il y a une quinzaine de jours, le président de la République a inauguré une cité internationale à la langue française au château de Villers-Cotterêts. C'était une promesse qu'il avait faite pendant la campagne électorale et donc il a inauguré cette cité internationale dans le château de Villers-Cotterêts, symboliquement bien sûr, puisque c'est à Villers-Cotterêts, vous le savez, qu'en 1589, François Ier a substitué le français au latin et il l'a substitué dans quoi? Et alors là, l'avocat que je suis est un peu encouragé, il l'a substitué dans les jugements. C'est-à-dire que les premiers textes pour lesquels il a été obligatoire d'utiliser la langue française, ce sont les jugements pour que simplement les justiciables comprennent le sens des jugements rendus à leur égard et qu'ils ne soient pas subordonnés à la maîtrise d'un latin qui d'ailleurs était lui-même très diversement parlé dans ce qui n'était pas encore notre pays. Mais donc, l'ouverture de la Cité internationale de la langue française a donné lieu à un débat dont on a le secret, la résurgence du débat sur l'écriture inclusive. Ah, quel beau débat sur lequel on peut s'écharper dans une esthétique absolue sans que finalement tout ça n'ait guère de portée pratique. Et donc, le président de la République a expliqué que l'écriture inclusive, c'était le point médian. Alors, pardon, ça n'est pas exact. Enfin, je suis désolé. Le point médian est une forme d'écriture inclusive. Il y en a d'autres, parmi lesquelles la double flexion française-français que le président de la République utilise lui-même. Et donc, je ne sais pas si le masculin fait le neutre, pourquoi donc dit-il française-français? Mais indépendamment de cela, il y a la féminisation des titres sur lesquels vous avez travaillé aussi. Et donc, finalement, cette écriture inclusive ne se réduit pas au point médian, dont je rappelle qu'il est une simple abréviation. Quand vous dites M. Blanquer, personne dit on va dire ça M. Blanquer, on dit Monsieur Blanquer. Tout le monde a compris que le point était une simple abréviation. Mais donc voilà, c'est quelque chose qui est très incandescent, on aime beaucoup ça. Moi honnêtement, ça me passionne pas plus. Moi il y a un chiffre, indépendamment des débats sur l'écriture inclusive auxquels je participe volontiers parce que c'est rigolo, mais indépendamment de ça, moi il y a un chiffre qui me terrifie beaucoup plus que de savoir si le point médian ceci ou le tiret quadratin cela, c'est que
en France, il y a 2,5 millions d'illettrés. Voilà. Et donc, quand on dit la question de l'avenir de la langue française, parce que je crois que c'était le titre de notre rencontre, à peu près, si on se pose même la question de savoir si la langue française sera encore parlée demain. Alors, en réfléchissant et en venant vous voir, c'est-à-dire pendant 3 heures, j'ai eu le temps de réfléchir aux menaces qui pèsent sur la langue française. Il y en a évidemment de plusieurs ordres. Évidemment, il y a la menace des autres langues, et typiquement de l'anglais. Et évidemment, vous savez à quel point la loi Toubon, qui a imposé l'usage du français dans les documents de consommation, au travail, dans les médias, est encore diversement appliquée. J'ai regardé en 2022, il y a eu 30 actions fondées sur la loi Toubon. En fait, c'est pas du tout mise en œuvre de façon contraignante. C'est un bon signal, c'est intéressant que l'on dise qu'il faut que quand il y a un mot anglais, eh bien, il faut qu'il y ait une traduction en français qui soit également lisible. Tout ça est bien, mais quand vous voyez des institutions publiques qui elles-mêmes communiquent en langue anglaise, vous vous dites que c'est compliqué. Vous avez Only Lyon, Of Course Le Mans, enfin voilà, pourquoi pas, hein. Vous aurez évidemment perçu Corse Le Mans, hein, les 24 heures du Mans, of course. Hein, il y a des agences qui sont spécialisées là-dedans. Voilà. Donc, il y a évidemment la question, je rappelle que la langue française est quand même la 5e langue parlée dans le monde, qu'il y a 320 millions de locuteurs français, et que donc la première concurrence, c'est effectivement celle-là, c'est celle des langues étrangères. Il y a une autre difficulté, c'est l'illettrisme, et là, véritablement, si vous voulez, le problème, c'est que, bien sûr, et l'inégalité à travers la langue et le vocabulaire, et on l'a évoqué, vous l'avez dit très, très, très justement, mais ces inégalités, évidemment, sont encore plus creusées dans les quartiers défavorisés. C'est-à-dire que l'illettrisme est de 7% dans la population nationale, mais monte à 16% dans les quartiers de politique de la ville. Et donc, voilà, on voit bien que c'est aussi, quand on nous dit que, effectivement, la langue, c'est l'unité, c'est aussi l'inégalité dans la maîtrise. Vous citiez, c'est vrai, les études sur la 4e et la 6e qui montrent effectivement un léger mieux. Malgré tout, dans l'étude des CM2 sur la dictée, la fameuse dictée qui est faite et refaite tous les 10 ans, sur 67 mots de cette dictée, qui n'est pas si simple, je l'ai lue et elle n'est pas évidente, il y a quelques choses-trappes, et évidemment si vous savez écrire choses-trappes au pluriel, vous êtes très fort, moi je ne le sais pas, c'est l'avantage de l'oral sur l'écrit, eh bien, je peux dire choses-trappes, mais je ne l'écrirai pas. Eh bien, sur malgré tout 67 mots, il y a une moyenne de 19 fautes, c'est beaucoup, et il y a 2 inégalités. Il y a une inégalité de genre. Les petites filles écrivent mieux que les petits garçons, significativement. Enfin, c'est statistique, hein, j'invente rien. Et deuxièmement, bien sûr, c'est ainsi, l'inégalité de milieu social détermine aussi la maîtrise de l'orthographe. Et donc, ça, c'est pour moi véritablement un cheval de bataille essentiel. On peut faire tous les discours que l'on veut sur l'égalité des chances, si on ne peut pas transmettre l'égalité devant la maîtrise de la langue, à quel point elle est discriminante aussi dans l'insertion dans la vie sociale, eh bien, ça restera un peu une formule creuse. Donc, on peut après s'interroger sur ChatGPT, qui est aussi... On le fait après-demain. Ah, c'est après-demain. Non, mais parce que je crois que vous avez écrit sur la langue et ChatGPT. Bon, moi, enfin voilà, je regarde ça avec goguenardise, hein, voilà. Mais pour revenir sur notre expérience commune de création du grand oral du baccalauréat, alors là, je dois dire que ça fait un peu endogamie, hein, notre affaire, mais vraiment, s'il n'y avait pas eu l'acte de volonté de Jean-Michel Blanquer là-dessus, on en serait encore à l'oral poussif de fin de première, où on en est à réciter une tranche de cours, ce qui n'est pas de la parole. Et donc, grâce à la volonté de vous
politiquement, mais de Pierre Mathieu, enfin de tous ceux qui ont contribué à la création de cette épreuve. Enfin, on a dans le bac une épreuve commune à tous, une sorte de rite de passage, qui n'est pas un coefficient négligeable non plus, c'est 10 en filière générale, je crois 15 en filière techno, et dans lequel l'élève prend la parole lui-même. C'est-à-dire qu'il n'est pas dans la dépendance d'une tranche de cours qu'il devrait réciter, il est moteur de sa propre épreuve, il choisit son sujet, en réalité 2 sujets parmi lesquels le jury choisira celui qu'il veut entendre, et il est censé avoir un intérêt pour ce sujet. C'est une épreuve qui est basée sur la liberté de choix, on fait de l'élève un adulte, il est supposé aussi pouvoir émettre une opinion sur le sujet. Ce n'est pas un oral simplement de connaissance, mais c'est aussi un oral d'argumentation, comme nous le faisons dans nos vies quotidiennes. Et le bilan de tout cela, c'est que cette épreuve n'a pas été remise en cause, même s'il y a eu des ajustements marginaux pour la session à venir. Elle n'est pas remise en cause. J'ai bon espoir qu'elle soit maintenant définitivement crantée. Et je crois que finalement, le meilleur indice qu'elle l'est, c'est qu'elle est très soutenue par les étudiants eux-mêmes. C'est-à-dire que finalement, elle est plus soutenue, je crois, par les lycéens que par les enseignants. Parce que les lycéens ont compris que c'était important et que la dissertation, l'exercice de l'écriture est important, mais dans la maîtrise de la langue, il y a 2 jambes, l'écrit et l'oral, et il était juste que l'oral soit aussi évalué, non pas dans l'idée de saquer, parce que d'ailleurs, la moyenne, je crois qu'on peut le dire, de l'épreuve, c'est 14. Donc c'est plutôt une épreuve qui fait gagner des points, qui est plutôt positive et encourageante. Et indépendamment même de cette prime, je crois que cette épreuve avait une valeur symbolique. C'est-à-dire que, symboliquement, cette épreuve signale que l'oral a son importance, non pas seulement dans la classe de terminale, mais par capillarité sur tout le lycée, voire le collège. Pardon, j'ai été très long, mais c'est vraiment quelque chose... J'ai contribué assez marginalement. Je crois que j'ai un mot dans la grille d'évaluation. C'est vous dire que c'est absolument déterminant. Enfin, franchement, j'ai tout fait dans cette épreuve. Mais elle me tient vraiment beaucoup à cœur. Et je crois qu'elle est un signal important dont les élèves se sont emparés. Pendant le... Ah oui, vous pouvez, hein. Pendant le temps qui nous reste, j'aimerais vous entendre tous les deux sur ce que vous pensez de nos nouvelles façons de communiquer et de l'impact que ça a sur la langue. Je ne veux pas avoir l'air, d'ailleurs, n'étant pas très vieux, je ne veux pas faire le vieux réac, mais je m'interroge, est-ce que le fait de communiquer par texto, est-ce que le fait de communiquer avec des vocaux, est-ce que utiliser des smileys ou une forme de langue hiéroglyphique a un impact sur le fait de parler correctement? C'est une mutation normale de la langue ou ça va avoir des impacts plus importants? Et si c'est le cas, qu'est-ce qu'on fait? Alors, pour avoir la joie, pardon, je vous fais votre première partie. Pour avoir la joie de corriger des copies, y compris d'ailleurs à un niveau universitaire, on voit apparaître désormais du langage SMS dans les copies. C'est une tragédie. Évidemment, c'est une tragédie. Je dis une chose, pardon, j'ai pas dit, mais je fais un insert. Pour dire, pour la maîtrise générale du vocabulaire, parce que vous parliez très justement du vocabulaire, on pense dans les mots. Hein. Plus on a de mots, plus on a une pensée. La pensée, les mots ne sont pas que le véhicule de la pensée. Bien évidemment, les mots créent la pensée. Plus on a de vocabulaire, plus on a une pensée fine. Et je vous dis juste, en français, globalement, pour que vous reconnaissiez, si vous voulez retenir un chiffre, dans un dictionnaire normal, il y a 60 000 mots. Dans un dictionnaire lambda. Et donc... on en utilise entre 10 et 20% au quotidien. Donc c'est vraiment la partie émergée de l'iceberg. Et puis je vais revenir sur la question, mais ça va avec. Il y a un truc qui est toujours rigolo aussi, c'est les nouveaux mots du dictionnaire. Alors, on vous interroge toujours, c'est au mois de mai, hein, c'est un marronnier du mois de mai. Et donc vous avez Larousse et Robert, et puis donc c'est Larousse qui tire le premier. Et vous avez par exemple cette année, alors PLS. Alors on est en PLS, c'est-à-dire qu'on n'est pas bien. Hein, pour les boomers d'entre vous, nombreux. Je m'inclus bien volontiers, j'ai 51 ans, ça ne se voit pas. Et donc, je rappelle que le dictionnaire n'approuve rien. Parce que dans les symptômes du déclin de la langue, tous les mois de mai, on nous ressort
l'antienne de ah là là, vous voyez, dans le dictionnaire, il y a des mots qu'il n'y avait pas avant. Oui, enfin, le dictionnaire ne fait qu'enregistrer la langue. Et la langue est un usage. Et donc, le dictionnaire ne prescrit rien. Il enregistre. Et sur cette question, et puis après, moi j'ai une conviction assez simple. Je n'ai pas de problème en soi avec le langage SMS. Je ne fais pas parce que je suis vieux, mais j'ai pas de problème. En fait, c'est juste un problème de contexte. C'est comme quand on dit wesh, ce que vous faites peu manifestement, mais je peux plaquer des stéréotypes. Si vous dites wesh avec vos potes, j'ai pas de problème. Là où ça devient problématique, c'est quand vous ne comprenez pas que c'est un mot contextuel et qu'il ne peut pas être employé à l'égard d'un enseignant ou d'une façon générale d'un adulte qu'on ne connaît pas. Donc voilà, c'est juste le langage, c'est éminemment contextuel. Il y a des moments pour dire wesh et des moments pour ne pas dire wesh. Ça ne me gêne pas qu'on dise wesh, ça me gêne qu'on pense qu'on peut le mettre dans une copie. Jean-Michel ? J'adhère. Peut-être en soulignant une ou deux choses dans ce que vient de dire Bertrand Perrier. La première, c'est que le SMS et plus généralement ces nouveaux modes de communication par WhatsApp et autres auraient pu ou pourraient être synonyme aussi de renouveau de l'écrit, puisque après tout, le SMS, il n'y avait rien d'équivalent auparavant. D'un seul coup, au lieu de passer un coup de fil, on écrit. On a donc eu, paradoxalement, ça a représenté un enrichissement de l'écrit. De la même façon, quand les ordinateurs individuels sont apparus, ça a été la possibilité d'un renouveau de l'écrit. Et même aujourd'hui, ChatGPT, ça peut être ça peut être le meilleur comme le pire dans les usages de l'écrit. Par exemple, si ça écrit très bien, ça peut donner un modèle, ça peut tirer vers le haut certains usagers. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que rien n'est fatal en ces matières. On a la possibilité d'orienter dans un sens positif les nouvelles technologies au service de la langue, ou au contraire, le risque d'avoir la langue écrasée par un monde de plus en plus technologique et une sorte de technicisme qui, en plus, écrase non seulement la forme de la langue, mais en réalité son substrat, l'humanité, en fait, notre humanité courante. Donc, au fond, derrière ce sujet, on a le sujet complètement global et général, qui est: est-ce que ce monde de plus en plus technologique va quand même pouvoir être un monde de plus en plus humain, ou est-ce qu'au contraire on va être écrasé par les outils que nous avons créés? Et le rapport entre le langage et la technologie est en quelque sorte le signe de cette problématique, et c'est à nous, au travers de l'éducation bien sûr, mais de façon générale dans la société, par exemple dans la façon dont nous rédigeons nos SMS au quotidien, d'être finalement les acteurs de cette richesse de la langue et de cette victoire de l'humain sur son outil, ou plus exactement de la supériorité de l'humain sur son outil. Je crois que ça reste possible. Hein. L'exemple typique, c'est justement en matière pédagogique, l'usage qu'on peut faire de l'ordinateur et de l'ensemble des nouveaux outils. Soit on considère que l'ordinateur remplace l'enseignant, et on a très bien vu au moment de la crise sanitaire que c'était une fausse idée, puisqu'on avait encore plus, on s'est rendu compte que l'enseignement à distance ou d'autres choses comme ça, c'était utile, nécessaire, etc., mais qu'en aucun cas ça remplaçait l'être humain. Et donc ça permet de réaliser qu'en réalité, plus il y a de la technologie, plus on a besoin de l'humain. Donc non seulement il ne doit pas disparaître, mais il doit être encore plus présent. Et donc, par exemple, dans cet exemple, non seulement ça ne remet pas en question le fait qu'on a besoin de professeurs et que le professeur est central dans une société donnée, mais ça montre au contraire que plus il va y avoir de technologie, plus on va avoir besoin de ce rôle qui évidemment évolue. Mais un exemple typique de ça, c'est on dit maintenant il y a Wikipédia, etc. Donc c'est plus la peine d'apprendre, il faut apprendre à apprendre. Ça c'est, je veux dire, presque un cliché. J'ai toujours dit, bien sûr, il faut apprendre à apprendre. Ça a toujours été vrai, Montaigne le disait très bien. Mais on ne peut pas apprendre à apprendre si on n'a pas appris. Autrement dit, si vous ne savez pas qui est Henri IV et qu'on commence à avoir une discussion sur Henri IV, je ne vais pas aller sur Wikipédia pour essayer de découvrir et ensuite discuter. Il y a une espèce de... C'est comme pour le vocabulaire, il y a une richesse intérieure, il y a un capital intérieur qu'on doit avoir qui permet ensuite d'apprendre à apprendre, d'aller toujours plus loin, et plus on apprend, plus on va apprendre, et donc on doit enclencher un cercle vertueux. C'est pareil pour le langage, plus on a de vocabulaire, plus on peut en acquérir. C'est pareil pour les langues, il faut d'ailleurs le dire, ne pas être que sur la question du français. On sait très bien que plus on apprend de langues et plus on les apprend tôt,
plus ça va rétroagir positivement sur le langage en général, et donc même dans sa propre langue, et dans la capacité à apprendre d'autres langues. Donc cette capacité fondamentale de l'être humain qui est de parler, et d'écrire aussi, la première étant plus naturelle que la seconde d'ailleurs, hein, ça arrive tardivement dans l'histoire humaine, eh bien, ces éléments-là sont au cœur du combat qu'on doit mener pour que l'humanité soit toujours plus humaine plutôt qu'écrasée par les outils qu'elle aura créés. Merci. Eh bien, on va en avoir une application immédiate.